Je vais donner la parole maintenant à Mario Francis. Bonsoir, Monsieur Malouf. Bonsoir. L'effort de certaines personnes s'arrête une fois qu'elles atteignent des rangs élevés et des postes prestigieux, alors que d'autres continuent à donner et à contribuer même après avoir atteint le sommet. On les appelle des porteurs de messages dans la vie. Les postes sont embellis par eux et non l'inverse, car les postes ne font pas les génies et montrent et nous rencontre aujourd'hui, et notre rencontre aujourd'hui en est la plus grande preuve. Monsieur Malouf, ma question est, nous sommes une génération qui a vécu et dont nos ancêtres et nos parents ont vécu leur vie à l'époque de la guerre. Sachant que le Liban est le pays le plus faible de la région en termes de guerre et le plus fort en termes de paix. Selon vous, y a-t-il un espoir de paix? Merci. Il y a toujours un espoir et il faut continuer à croire à l'espoir. Je crois que la description que vous avez donnée à propos de la vocation du Liban est très juste. Je crois que les Libanais euh, ont un grand talent pour bâtir des passerelles, pour rapprocher les mondes différents. Je crois que ça remonte à très loin, c'est-à-dire même nos lointains ancêtres étaient circulés à travers le monde et ils essayaient de conquérir le monde plus par l'habileté, par la parole, plutôt que par les armes. Et je pense que c'est cela la vocation du pays. Et je pense que le monde a besoin de pays qui ont cette vocation. Dans le monde d'aujourd'hui, il nous manque des gens et des pays et des institutions qui rapprochent les uns des autres, qui essaient de résoudre les problèmes, qui essaient de résoudre les conflits. Et je crois que le Liban a cette vocation, et les Libanais en général, individuellement, ont cette vocation parce que c'est en eux. Je pense que nous vivons très bien notre appartenance à des mondes différents. Nous avons des liens avec des pays d'Orient et des pays d'Occident, et je pense que c'est ça qui fait notre particularité, et c'est ça qui, à mon avis, finira par assurer l'avenir du pays quand toute cette période de turbulence sera terminée. Oui, merci pour votre réponse. Et j'ai une autre question. Oui. À travers notre lecture de la pensée politique de l'écrivain Maroun Aboud, dans sa littérature et sa critique sociale et politique, nous trouvons qu'il est laïque et non hostile à la religion. Il respecte la pluralité et la diversité. Et le point le plus important est l'école et les universités, où son esprit éducatif a été enseigné. En résumé, quelle est la pensée politique d'Amin Malouf et comment pouvez-nous développer notre pensée politique selon vous? Ce que vous avez décrit de Maroun Aboud, je me sens assez proche. C'est-à-dire, il faut être laïque, c'est-à-dire ne pas mélanger politique et religion, et en même temps, il faut respecter les opinions de chacun, les croyances de chacun. Il ne faut pas considérer que ce que nous croit soi-même, c'est la vérité et que les autres sont dans l'erreur. Donc ça, c'est une attitude de bon sens, c'est une attitude constructive et je la partage entièrement. Je crois que c'est toujours difficile de faire vivre dans un pays et même dans le monde entier
des communautés différentes, des traditions différentes, mais même si c'est difficile, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer de les faire vivre ensemble, il faut convaincre les uns et les autres que leur véritable force n'est pas de dominer les autres, mais de créer une société où tout le monde a sa place, où tout le monde se sent véritablement chez soi. Et donc, je crois que je n'ai pas de philosophie politique particulière, mais je suis quelqu'un qui croit à la coexistence entre différents citoyens au sein d'une société. Et en même temps, je pense que la coexistence n'est pas simple. C'est une chose compliquée qu'il faut construire, qu'il faut savoir cultiver sur le long terme. Ce n'est pas une chose qu'on décrète une fois pour toutes. Je crois qu'il faut que les responsables dans un pays, dans une société, et même encore une fois au niveau mondial, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas facile d'organiser les relations entre les gens, entre les communautés. C'est une chose compliquée, mais indispensable. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup pour les questions intéressantes et les réponses très, très intéressantes. Je vais donner la parole à Antonio Basile. Bonsoir. bonsoir. Là, je ne vous entends pas. On ne vous entend pas. Oh, désolé. Maintenant, Oui. Maintenant, Oui, c'est oui. bon. OK. Je disais que que je suis très content d'être dans ce meeting. Oui. Et j'ai une question. Quels sont vos objectifs principaux en tant que président de l'Académie? Y a-t-il des projets spécifiques que vous aimeriez entreprendre pendant notre mandat? Vous savez, quand on a la responsabilité d'une institution très ancienne, puisque l'Académie va bientôt avoir 400 ans d'âge, c'est d'abord de maintenir l'institution, de servir l'institution. Généralement, il ne faut pas arriver avec des idées de bouleversement. Et donc, la première mission, c'est de préserver l'institution. Et en même temps, pour la préserver, il faut qu'elle évolue. Nous sommes dans un monde qui change très vite. Un des aspects du changement, par exemple, c'est dans la communication. L'Académie publie pratiquement depuis sa création, depuis le XVIIe siècle, un dictionnaire. Et pendant 4 siècles, le dictionnaire atteignait un petit nombre de personnes. C'était une entreprise évidemment très lourde. Quand une édition de dictionnaire était publiée, elle n'existait que dans les grandes bibliothèques, chez un petit nombre de personnes fortunées, dans quelques universités. Aujourd'hui, grâce aux communications modernes, on a un site du dictionnaire de l'Académie qui est consulté par des millions de personnes. Et donc, tout change et l'Académie, de ce point de vue, doit changer, elle doit s'adapter à un monde où la communication est différente. Et aussi, l'Académie se préoccupe de la langue française. Et comme vous le savez, on est dans un monde où la langue anglaise est très importante. Il y a beaucoup de mots qui arrivent de la langue anglaise dans les autres langues, y compris la langue française. Et une des préoccupations, c'est de savoir quel mot mérite d'être repris, quel mot doit être transformé. Est-ce qu'on peut trouver un mot équivalent que les gens vont adopter? Prenez un exemple, ça c'était il y a assez longtemps, mais c'est un exemple assez parlant.
au début des ordinateurs, on disait software, même en français. Aujourd'hui, on dit logiciel. Et c'est vrai que en France, les gens disent logiciel parce que c'est un mot qui a pris, que les gens ont adopté. Il y a d'autres mots qu'on essaie de présenter, mais qui ne sont pas adoptés. Un autre mot qui a été adopté, c'est ordinateur. Tout le monde aujourd'hui en France et dans les pays francophones dit ordinateur. Et avant, en France, on disait computer parce que l'invention venait des États-Unis et on avait pris le mot tel quel. Et puis, on a trouvé le mot d'ordinateur et ça a pris et tout le monde dit maintenant ordinateur. Donc, ça, c'est aussi une préoccupation de l'académie, de permettre à la langue de s'adapter aux nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui, et notamment dans le domaine scientifique, qui est un domaine essentiel. Merci beaucoup. Merci. Et une seule chose aussi, joyeux anniversaire en avance. Ah oui, c'est très bientôt, effectivement. Merci beaucoup. On a encore le temps pour... on peut continuer les questions? Oui, Nathan? oui, vas-y. OK. Je vais donner la parole à Étienne Francis. Bonsoir, Monsieur Malouf. Bonsoir. Quel est selon vous le rôle de l'écrivain dans la société contemporaine et comment voyez-vous l'engagement des écrivains d'aujourd'hui par rapport à celui des générations précédentes? Une des caractéristiques, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, une des caractéristiques, c'est que quand on s'exprime aujourd'hui, on touche beaucoup plus de monde qu'avant. Autrefois, même un écrivain connu, il lui fallait beaucoup de temps pour toucher un large public, et généralement, c'était un public concentré dans une ville, dans un pays. Aujourd'hui, on touche plus de gens, mais tout le monde peut toucher, c'est-à-dire n'importe lequel d'entre nous, à partir de son ordinateur, peut s'adresser théoriquement à des millions de personnes, ce qui était une chose extrêmement rare autrefois. Donc le rôle de l'écrivain n'est plus simplement d'être un porte-parole, parce que la parole est portée par tout le monde. Je crois, et en tout cas, c'est un peu ma manière de voir le rôle, c'est d'essayer de réfléchir à des solutions pour le monde d'aujourd'hui, parce que c'est un monde qui a beaucoup de problèmes et pas suffisamment de solutions, et d'essayer de trouver la manière de les faire parvenir, soit par le moyen d'une fiction, soit par la non-fiction. Mais je crois que c'est le rôle et la responsabilité de l'écrivain est à la mesure de l'audience qu'il a aujourd'hui. Et c'est une responsabilité lourde, mais on a besoin de l'assumer. Je crois que aujourd'hui, on est dans un monde qui, sur tous les plans, est en train est à la dérive, en fait. Quand on prend la question climatique, on sent qu'il y a d'énormes problèmes qui se posent, d'autres plus grands encore qui vont se poser, et on ne trouve pas de solution. Nous avons des guerres un peu partout et nous n'arrivons jamais à les arrêter. Et nous sommes dans un monde où il y a dans beaucoup de sociétés des tensions très fortes, des intolérances entre les communautés, du fanatisme qui monte. Donc, je crois que les écrivains ont besoin de se préoccuper de ces questions et de chercher des solutions et d'utiliser l'influence qu'ils peuvent avoir
pour, pour aider à résoudre des problèmes.